Alors, pour ceux que j'ai pas eu l'occasion, voilà, encore d'échanger, je suis Michael Eliwat, je suis juriste à la direction des affaires juridiques d'INRAE, et plus particulièrement le pôle droit de la recherche, donc intervient notamment en expertise à la demande et en lien avec les directions d'INRAE, notamment des PTI, la DIPSO, la DSI. Et donc aujourd'hui, je vais parler avec vous, donc on va aborder les questions un peu de propriété des logiciels et des données. Euh, alors, comme je vais pas être très original et je vais dire comme a dit, je vais reprendre ou raborder des notions qui ont déjà été évoquées et qui seront sans doute peut-être évoquées plus tard. Mais bon, c'est l'occasion effectivement voilà, de s'assurer qu'on est sur la même base de compréhension et peut-être si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas également de me solliciter. Je suis également là demain. Voilà, alors donc pour commencer, c'est vrai que la propriété des données, c'est la notion de propriété, c'est le premier réflexe qu'on peut avoir lorsqu'on est dans un cadre de collecte. Merci. La raison, c'est parce que instinctivement, la propriété, c'est ce qu'on pense être le droit qui confère le plus de liberté d'utilisation. Parce qu'effectivement, voilà, quand on reprend la définition du Code civil, la propriété, c'est le droit de jouir de la chose, c'est-à-dire de l'utiliser et d'en tirer profit. Le droit aussi d'en disposer sous quelque forme que ce soit, vendre, démembrer, consommer, détruire, etc. Simplement, la seule propriété ne garantit pas qu'on est complètement libre d'utiliser, puisque indépendamment de la propriété, l'usage, l'acquisition et l'usage des données peut être concerné par des réglementations. On l'a vu, notamment le RGPD, dont vous avez plusieurs fois peut-être été confronté à ça. Et puis l'autre raison aussi, c'est que le propriétaire, parfois, donc la personne qui vous transmet les données, peut ne pas vouloir s'en séparer et simplement vous donner un droit d'utilisation. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il est effectivement totalement concevable d'avoir simplement un droit d'utilisation via une licence. Alors, pour donner un peu une vue d'ensemble, des il y a 4 catégories de normes en fait, qui vont conditionner la liberté d'utiliser les données que vous allez acquérir donc, dans le cadre d'une activité de crowdsourcing. Alors, la première colonne, c'est bien sûr le contrat qu'il y a avec le titulaire des données, donc le participant donateur. Mais avant ça, il y a avant tout les réglementations en lien avec la propriété intellectuelle des données. Donc, si les données répondent aux conditions d'un ou de plusieurs régimes de propriété intellectuelle. La question aussi de la propriété des biens matériels. Donc là, ça concerne les échantillons. Et puis à cela vient s'ajouter donc toutes les réglementations qui encadrent, comme je disais, l'obtention et l'usage donc des données qui concernent pas la propriété, mais qui vont conditionner l'utilisation. Donc là, j'en ai mis quelques-unes, mais ça peut être extrêmement vaste en fonction de l'utilisation qui est faite. On va dire que on a certaines réglementations qu'on rencontre assez souvent, qui sont tout ce qui est les réglementations en lien avec le droit de la personne, donc telles que effectivement les données personnelles et le droit à l'image des personnes. Si par exemple, on a des cas où les personnes peuvent se prendre en photo ou prendre en photo une partie de leur corps, par exemple un bouton ou autre, qui peut servir pour une plateforme d'analyse, je ne sais pas, de santé. Alors, un point important à avoir en tête, c'est que le régime de propriété intellectuelle définit donc le propriétaire et les droits d'utilisation et les restrictions en l'absence de contrat, donc avec le participant qui fournit les données. Ça signifie que finalement, si on n'a pas de contrat avec le participant donateur, eh ben, on devra qualifier la donnée, savoir si elle relève d'un des régimes de droit de propriété intellectuelle et en l'absence d'accord, il faudra s'appuyer sur les exceptions, par exemple, au droit d'auteur, si on souhaite vraiment l'utiliser, parce qu'à défaut, on n'aura pas d'autorisation. Tout ça pour dire que finalement, le contrat va intervenir non seulement en sécurisation du droit d'utilisation, mais aussi en simplification, parce qu'avec le contrat, on va non seulement pouvoir avoir les droits d'utilisation de la propriété intellectuelle, les droits d'utilisation donc de la propriété physique, de l'échantillon, mais également on va pouvoir un peu recueillir le consentement dans le cadre des différentes réglementations telles que le droit à l'image ou le RGPD ou encore d'utilisation de produits de corps humain. Je ne sais pas s'il y en a qui sont concernés par des plateformes de collecte d'échantillons de corps humain, mais bon, voilà, ça peut être le cas. Donc voilà. Alors, vous l'avez compris, l'idée, c'est
d'avoir un contrat, simplement avoir quelques règles sur qu'est-ce qui définit si on est propriétaire ou non d'une donnée, bah, ça peut avoir un intérêt. À premier lieu, pour identifier les enjeux qui peuvent être associés aux données, notamment si vous avez des participants qui prennent conscience soit au moment de la collecte, soit plus tard que leurs données peuvent être soumises à des régimes de propriété intellectuelle, autrement dit qu'il peut y avoir un droit d'auteur sur leurs données, ça peut être une source de tension et c'est bien un peu d'identifier cet enjeu assez tôt, être en capacité de qualifier la donnée, savoir à quel régime de propriété intellectuelle elle se rattache pour pouvoir en tenir compte pour la suite. Alors, je vais peut-être revenir un peu en arrière pour dire, voilà, INRAE, on est concerné plus particulièrement par 3 régimes de propriété physique et propriété intellectuelle, qui sont dans les 2 colonnes du milieu, le droit d'auteur, le droit des producteurs de bases de données, et le régime des biens meubles, donc le régime de droit de la propriété physique des échantillons. Puisque à l'inverse, dire les autres droits tels que les brevets, les COV, les droits des essais modèles, le droit des marques, on va être un petit peu moins concerné dans la mesure où l'utilisation qu'OFINRAE n'est pas une utilisation commerciale, donc une utilisation hors de la vie des affaires. Et on va dire que dans le cadre de cette utilisation-là, on est généralement pas soumis ou pas tenu de demander l'autorisation du titulaire du droit en question. Voilà, donc je vous propose un peu de reprendre les différentes conditions pour voir un peu quels sont les périmètres de ces trois régimes et voir un peu quels sont ce qu'on peut faire, rappeler simplement les quelques exceptions dans le cas où on n'a pas l'autorisation de l'auteur. Et puis dans un second temps, on va voir à peu près comment on peut s'organiser pour mettre en place un accord de collecte. Alors, le premier régime, c'est le régime donc du droit d'auteur. Alors, je regarde rapidement l'heure. Je crois qu'on a 5 à 10 minutes, je crois, encore. Ouais, merci. Donc, sur le droit d'auteur, on va dire que c'est un des régimes qui est le plus large possible parce que peuvent rentrer en fait dans la protection du droit d'auteur, comme le disait Adi notamment dans sa présentation, les textes rédigés, les dessins, les images, les vidéos, les sons, les codes logiciels, les sculptures, en fait, tout ce qu'on considère comme une œuvre de l'esprit. Il faut savoir que le droit d'auteur, il ne protège pas le fond, il protège la forme. C'est-à-dire que si vous prenez plusieurs personnes peuvent prendre en photo la même chose, par exemple un paysage, un objet, c'est pas pour autant que celui qui a pris la photo en deuxième va être soumis va contrefaire la photo de la première personne. Ce que protège vraiment le droit d'auteur, c'est la manière dont on exprime la création, dont on exprime l'œuvre ou dont on la représente. Certains d'entre vous m'ont notamment fait part que dans certaines infrastructures, il y a des photos qui sont réalisées par exemple de plantes ou d'insectes qui servent donc à alimenter une plateforme comme par exemple PlanteNet. Et il y a poser notamment la question, est-ce que ce genre de photo est soumis à droit d'auteur? Là, par exemple, dans le cas d'une prise de photo d'une plante, il n'y a aucune recherche de représentation de la photo. En fait, on va pas travailler le cadrage de la photo, on va pas travailler l'ouverture, l'exposition. Il n'y a pas d'import intellectuel, il n'y a pas de choix créatif. Et justement, les choix créatifs, c'est ce que protège le droit d'auteur. Donc, dans ce cas-là, non, il n'y a pas de droit d'auteur. Après, pardon. C'est subtil, oui, et c'est soumis à appréciation parce que c'est vrai, d'autant plus qu'il n'y a pas de dépôt, notamment quand on regarde la deuxième colonne, les conditions de protection. En fait, le droit d'auteur existe du simple fait de la création. Donc, il n'y a pas de dépôt, ça peut être soumis à appréciation. Et justement, c'est un des points, on verra un peu plus tard, qu'on peut aborder dans l'accord de collecte. Informer les participants pour dire, là, on considère qu'il n'y a pas de droit d'auteur, mais en tous les cas, vous nous demandez les autorisations. Ça permet un peu de désamorcer les tensions en amont en se mettant d'accord un peu sur le niveau d'enjeu, parce que c'est vrai qu'au stade de la collecte, la donnée n'est pas valorisée. Ce qui va vraiment valoriser la donnée, c'est tout le travail de traitement, d'agglomération et d'analyse que fait INRAE. Et c'est vrai qu'en sortie de processus, on a l'impression que la donnée elle-même a de la valeur, alors que c'est le travail que fait INRAE généralement qui donne toute cette valeur. La deuxième condition, mis à part le fait d'avoir tout simplement matérialisé l'œuvre, c'est-à-dire pris la photo ou alors rédigé le texte, qui est un peu la base, on va dire, c'est donc effectivement, il faut que l'œuvre soit originale. Donc c'est là où on rejoint ce que je disais, c'est-à-dire qu'il faut vraiment un choix créatif dans l'expression, la présentation.
Il faut savoir que le droit d'auteur s'applique aussi au logiciel. Simplement, bon, ce régime n'était pas prévu à la base pour les logiciels. Il a été adapté plus ou moins par le législateur et la jurisprudence pour essayer de trouver une cohérence. Et la manière dont c'est appliqué pour les logiciels, c'est qu'en fait, il faut que le choix créatif effectué par le développeur ne résulte pas de la logique automatique ou contraignante. Par exemple, la syntaxe. Si par exemple, on n'avait pas d'autre choix que de rédiger sa boucle de code de telle manière parce que c'est imposé par la syntaxe du langage, ben, on ne peut pas appeler ça un choix créatif et en tant que tel, ça ne peut pas être protégé. Voilà. Un autre élément à savoir, c'est que voilà, on ne protège pas non plus la fonctionnalité, parce qu'une fonctionnalité, c'est un peu une idée. L'idée est de libre parcours. Ce qu'on va protéger, c'est la manière dont on met en œuvre la fonctionnalité. Alors, comme disait Anne, c'est vrai que c'est assez subtil, mais retenez simplement que ce qu'on protège sous le droit d'auteur, c'est pas le sujet ou l'objet de la photo, du texte, du code, c'est vraiment la manière dont on le met en œuvre et s'il y a des choix créatifs qui sont faits. Voilà. Et donc, si la donnée est soumise à droit d'auteur, à ce moment-là, alors sur des données brutes, on va être très clair, généralement, quand c'est des données de mesure ou autres, il n'y a pas de choix créatif quand on va juste, on va dire, recueillir une donnée de température. Là, c'est même si c'est le participant qui a contribué grâce à son smartphone ou un appareil à recueillir la donnée, il n'en reste pas moins que une donnée de mesure, il n'y a aucune expression de créativité. C'est une donnée brute, donc ça ne sera pas soumise à du droit d'auteur. Donc voilà, alors pour aller rapidement, c'est vrai que l'auteur, c'est lui qui a le droit exclusif de présentation, de reproduction, de divulgation et de diffusion de l'œuvre. C'est-à-dire qu'il faut nécessairement, si on n'a pas d'accord de l'auteur, espérer rentrer dans les exceptions. Alors, vous en connaissez sans doute quelques-unes. La question de la courte citation, voilà, si on cite juste une citation d'un texte ou une partie qui ne prive pas de l'intérêt d'aller consulter l'œuvre dans son entièreté. À ce moment-là, on ne réalise pas une contrefaçon de droit d'auteur, on est libre de le faire. Il y a également les questions de fouille de données aux seules fins de recherche scientifique, à condition que ce soit sans but lucratif. Puis il y a d'autres conditions que je ne vais pas développer, notamment il faut que ce soit fait par un établissement de recherche. C'est le cas d'INRAE, bonne nouvelle. Voilà. Et puis après, il va y avoir des exceptions aussi au droit d'auteur, notamment si on veut, on a besoin pour faire fonctionner le logiciel de décompiler, faire une décompilation pour pouvoir l'adapter par exemple à un nouveau, pour en faire une utilisation conforme à sa destination. Voilà donc le premier vrai régime auquel on peut être confronté, régime de propriété intellectuelle. Alors je ne vous cache pas que c'est le plus complexe, vous aurez sans doute quelques questions ensuite. Le deuxième régime, c'est tout ce qui est les droits relevant des producteurs de bases de données. Alors, une base de données, c'est quoi? C'est un ensemble structuré d'œuvres de données, donc structuré autour d'une arborescence, par exemple. Ça peut être, par exemple, via un fichier Excel, et qui est disposé de manière systématique et méthodique. Voilà, c'est pas des données placées en vrac comme ça, qui sont vraiment, il y a vraiment une recherche dans l'organisation et la présentation des données. Et donc, là encore, une base de données n'est protégeable du simple fait de sa création. Il n'y a pas de dépôt et reconnaissance, enfin délivrance d'un titre par exemple, l'Institut national de la propriété industrielle. Donc voilà, ça peut être soumis à appréciation. À noter également que la protection sur la base de données se cumule avec on peut avoir une base de données qui soit à la fois protégée par le droit des producteurs de base de données et par le droit d'auteur. Ce que va apporter la protection du droit des producteurs de base de données, c'est qu'en fait, en tant que détenteur d'une base de données, on peut interdire l'extraction d'une partie substantielle de la base de données. En revanche, si l'extraction est simplement une extraction non substantielle, par exemple une ou deux données, par exemple on a une base de données de photos et qu'on a le droit d'utiliser cette base de données qui est donc détenue par un tiers et qu'on extrait juste une ou deux photos, là par exemple on est autorisé dans ce cadre-là si on le fait dans le cadre d'un enseignement ou de la recherche scientifique, donc dans un but non lucratif. Voilà. Et alors, je pense vous n'aurez peut-être pas souvent le cas de tiers qui vous transmettent des bases de données complètes. Généralement, j'imagine, c'est plus des données un peu éparses, par exemple des données, des photos, des textes. Mais voilà, on ne sait jamais. En tous les cas, nous, en tant qu'organisme de recherche, très souvent, on est créateur de bases de données. C'est bon de savoir aussi ce qui est protégé, ce qui nous protège.
Et puis le dernier régime, c'est donc voilà, la propriété physique des échantillons. Donc concrètement, dans le cadre voilà, de votre infrastructure, vous allez collecter des échantillons des échantillons de sol, par exemple des échantillons de plantes, des insectes, etc. Se pose la question de qui est propriétaire. Alors là, alors il y a différents régimes de propriété. Là, on parle bien de biens meubles corporels, c'est-à-dire des biens meubles tangibles, qui ne sont ni matriculés et qui ne sont pas des biens immeubles. Enfin, voilà, c'est juste pour clarifier parce que, bon, comme vous savez, voilà, dans le cadre, par exemple, d'une voiture, une voiture fait l'objet d'une matriculation, il y a d'autres règles qui s'appliquent. Mais là, on parle vraiment de tout bien meuble non immatriculé. Et dans ce cas-là, la propriété, elle est présumée du simple fait de la possession. C'est le cas, par exemple, c'est le régime qui s'applique notamment à tous les objets que vous avez généralement sur votre table, les lunettes de soleil, un gobelet, etc. Il n'y a pas de titre de propriété, ça serait trop compliqué et trop lourd à gérer. Du coup, le simple fait de le posséder présume qu'on est propriétaire. La petite limite, c'est que c'est une preuve assez fragile puisque c'est une présomption simple. C'est-à-dire que n'importe qui dispose d'une preuve contraire peut contester la propriété. D'où l'intérêt de conserver les traces, la traçabilité, notamment l'acte par lequel on a acquis le bien lorsqu'il y a un enjeu particulier sur ce bien. Donc, pour reprendre l'exemple des échantillons, l'intérêt est de voilà, toujours disposer d'une trace écrite de la part du participant donateur qui nous transmet l'échantillon. Alors, non seulement pour des questions de propriété, pour ne pas avoir de contestation, notamment si après coup on envisage de licencier ou de transmettre à d'autres partenaires de recherche, donc sécuriser un peu notre utilisation, mais aussi parce que voilà, les données de traçabilité peuvent aussi être requises dans le cadre d'autres réglementations, notamment la réglementation sur l'accès aux ressources génétiques. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont concernés. Voilà, on est censé conserver une trace écrite, enfin l'accord du propriétaire de l'échantillon qui nous l'a transmis. Bon, voilà un peu pour ces trois principales règles de propriété intellectuelle auxquelles on est concerné. Alors, vous voyez bien qu'en fait, finalement, c'est complexe quand on n'a pas d'accord, parce qu'on est obligé de regarder les conditions, si on qualifie les données. Alors là, vous avez un peu sur cette image-là les différents types de données et les régimes de propriété intellectuelle et physique auxquels ils se rattachent. Et ça veut dire qu'en fait, en l'absence d'accord, on est obligé de regarder est-ce qu'on remplit les conditions du droit d'auteur, enfin, dit autrement, est-ce que la donnée qui m'a été transmise est protégeable sur le fondement du droit d'auteur, et si oui, est-ce que j'ai l'accord du donateur? Même chose pour les questions de base de données. Et puis, il y a un certain nombre de données, notamment, comme le disait tout à l'heure, les mesures et données brutes produites par une machine ou un algorithme qui, elles seules, c'est-à-dire si elles ne sont pas partie d'une base de données, ne sont pas protégeables. Et puis après, on a des éléments un peu plus personnel, on va dire tout ce qui est les idées, les opinions pratiques, données de santé, la voix et les images, qui peuvent être soumis à différentes réglementations, donc notamment droit à l'image et RGPD, mais en tant que telles, elles ne sont pas protégées au regard de la propriété intellectuelle. Elles ne donnent pas lien à une propriété en tant que telle. Après, pour nous, ça ne va pas changer grand-chose, puisque d'une manière ou d'une autre, vu que les réglementations telles que le RGPD nous imposent d'obtenir le consentement, on va devoir mettre en place un accord de collecte. Donc ça tombe bien, c'est le dernier point que je vais aborder dans cette réglementation. Donc, comment peut-on contractualiser avec le participant donateur? Alors, il y a différentes façons de contractualiser. Il y a la façon un peu classique, on fait un accord de collecte qu'on fait signer, on met en place un accord de collecte qu'on fait signer par voie papier ou éventuellement par voie électronique. Ça peut être aussi une sorte de contrat en ligne qui est annexé à un questionnaire. Je pensais peut-être plus le cas de certains, de la plupart d'entre vous. Je ne sais pas un peu quelle est les pratiques à ce niveau-là. Et puis, il y a une autre manière également, c'est de prévoir avec le participant, dire voilà, en fait, vos données seront collectées et seront soumises à telle licence libre. Et si vous soumettez une contribution, vous acceptez, par exemple, qu'elle soit couverte par la licence CC BY NC, par exemple, pour une utilisation non commerciale. Alors, ça nécessite effectivement de prendre en compte, comme disait Adi, les enjeux de sciences ouvertes, notamment voilà, s'assurer que la licence qu'on propose de soumettre les contributions soit compatible avec les principes FAIR. Voilà. Et puis après, sur le contenu du contrat, alors c'est juste pour information, pour que vous ayez en tête un peu les principaux points
qu'il faut envisager, parce qu'après, bien sûr, ça c'est un élément qui est instruit avec et par votre service partenariat, et le cas échéant avec l'appui des directions, notamment la DPTI, puis l'ADACH, il y a des questions notamment de questions juridiques ou pour la mise en place d'outils comme des modèles types. Voilà, mais voilà à peu près les éléments, on va dire, importants à envisager. Je vois que l'heure tourne, je vais pas tarder à conclure. Merci. Alors, l'information des participants, les contreparties éventuelles, parce que effectivement, ça peut être là, par exemple sous forme de service, sous forme de retour d'information. Alors ça, c'est pas en soi, c'est pas forcément une obligation juridique, mais voilà, ça peut être une source d'attractivité pour inciter à la soumission de contributions. Et puis après, il y a des éléments qui sont un peu plus voilà, essentiels, c'est définir l'utilisation des données. Le but est que le participant, s'il ne transfère pas la propriété des données, nous accorde l'utilisation la plus large possible pour pas que vous soyez bloqué et que vous ayez nécessairement à revenir vers lui. Voilà un peu dans les grandes lignes ce qu'il faut prévoir. Alors, j'ai juste une dernière slide pour conclure. Non, c'est dans l'autre sens. Qui est donc voilà, la collecte voilà, lorsqu'on envisage en fait de collecter des données via des licences libres. Voilà, on dit voilà, vous vous engagez à soumettre vos données sous telle et telle licence. Là, ça concerne plus les contributions de code logiciel. Je ne sais pas si c'est très nombreux. Donc voilà, simplement pour, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça peut être assez technique et prendre du temps. Simplement pour dire que certains d'entre vous sont peut-être sensibilisés à ça, mais il y a différentes familles de licences libres de logiciels. Et le point essentiel, c'est de s'assurer que tout ce qu'on collecte, en fait, soit soumis à des licences qui soient compatibles entre elles. Là, par exemple, vous avez les 3 familles de licences libres. Voilà, le plus simple, c'est de prendre des licences dites permissives, la première colonne, qui vous permet un peu de faire un peu ce qu'on veut. Et puis, voilà, plus on va vers la droite et plus on aura des licences qui sont contraignantes. Licences semi-permissives, que vous connaissez peut-être, en fait, si on peut inclure le code logiciel, la contribution dans un ensemble, et on n'a aucune obligation de diffuser ensemble, simplement de diffuser les modifications du module qu'on a recueilli. Ça, on va devoir les publier. Et puis, il y a le dernier degré qui est donc le plus contraignant, où en fait, dès l'instant, c'est notamment les licences GPL, dès l'instant où on inclut le code source dans un logiciel, on doit non seulement rendre public toute modification qu'on fait sur le composant qu'on a acquis sous cette licence, mais également, on doit rendre public les codes sources de l'ensemble du logiciel dans lequel le composant est inclus. Voilà, je pense que ce point va peut-être susciter quelques questions. N'hésitez pas à me solliciter plus tard. Voilà ce que j'avais un peu à vous dire sur les droits de propriété concernant les données. Merci. Merci, Michael.